Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'atmosphère. On a vu la dernière fois le bilan radiatif et en fait, il existe une régulation thermique entre les différentes zones qui sont inégalement pourvues en énergie solaire. C'est ce qu'on va appeler la circulation atmosphérique. Alors, qu'est-ce que c'est la circulation atmosphérique? En fait, ce sont des échanges d'air indispensables, sans quoi les basses latitudes se réchaufferaient indéfiniment et les hautes, quant à elles ne feraient que se refroidir. Alors, quand je parle de latitude, je parle bien des latitudes sur le globe terrestre. Et faites attention, des fois je vais parler de l'altitude. L'altitude, là c'est en hauteur. Donc on va avoir des transferts méridiens, nord-sud et sud-nord, qui vont s'organiser pour apporter de l'air froid vers l'équateur et de l'air chaud vers les pôles. De cette manière, on va avoir un équilibre qui s'établit de sorte que chaque zone climatique conserve une température relativement constante. L'océan va avoir une part très importante dans ce rééquilibrage, et ce par les systèmes de courants froid et chaud. En effet, l'air et l'océan vont interagir de deux manières. Donc d'une part, les courants marins ils vont être impulsés par les déplacements d'air. Vous voyez, si j'ai une aire qui va par exemple d'est en ouest, eh bien, elle va pousser l'eau qui est en dessous. Et d'autre part, l'air, lui, il va être modifié en contact avec l'océan. Par exemple, si mon océan est très froid, eh bien, mon air qui est au-dessus de l'océan va avoir tendance à être aussi froid par contact. On a pu voir, la Terre a un mouvement de rotation. Et ces mouvements de rotation, ils dévient les transferts méridionaux. Et on va observer deux types de mouvements. Les mouvements horizontaux, à cause du mouvement de la Terre, mais on a également des mouvements verticaux. Et là, on parlera d'altitude. Concernant les déplacements horizontaux, donc ces mouvements, d'ouest en est ou d'est en ouest, ils s'expliquent par les mouvements de la Terre. C'est ce qu'on va appeler l'écoulement zonal. Je vais maintenant vous expliquer ce que c'est que la déviation de Coriolis. Certains parlent parfois de force de Coriolis, mais ce n'est pas vraiment une force qui va venir s'exercer, c'est plutôt les vents qui vont être déviés à cause des mouvements. Donc la déviation de Coriolis, elle pousse tous les éléments mobiles vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Alors pourquoi elle fait ça? En fait, il faut comprendre que la vitesse linéaire, elle va être différente selon l'emplacement où l'on est à la surface de la Terre. Par exemple, un point à l'équateur, comme la Terre elle tourne sur elle-même en 24 heures, eh bien un point à l'équateur va faire 40 000 km en 24 heures. Donc il a vraiment une vitesse. Et un point au pôle, lui, va effectuer un trajet nul en 24 heures. Vous voyez, il ne bouge pas finalement. Et l'air à cet endroit va prendre la vitesse de la latitude où il se trouve. Mais il va également la conserver quand il va se déplacer de latitude. Donc lors d'un déplacement, on va alors observer une différence de vitesse entre l'air qui arrive d'une latitude par exemple plus basse et la nouvelle latitude. Donc si l'air monte en latitude,
latitude, il va dévier vers l'est, et s'il descend en latitude, il déviera vers l'ouest. Je vais maintenant parler des cellules. Et on va évoquer les déplacements verticaux, donc en rapport avec l'altitude. Donc on a la couche troposphérique qui est plus épaisse à l'équateur. Elle mesure environ 15 km. Et au pôle, elle est plus fine, environ 7 km. Et la troposphère, on peut la découper en 3 bandes. La limite entre la troposphère et la stratosphère, elle va avoir une allure en escalier. Puisqu'elle est plus épaisse à l'équateur et plus fine au pôle. L'air circule de manière un petit peu particulière à l'intérieur de ces cellules. Donc dans la cellule des basses latitudes, donc celles qui sont plus grandes, au plus bas de la troposphère, donc vers le sol, l'air se dirige vers l'équateur. Et plus on monte dans la stratosphère, et plus il s'en éloigne. À l'équateur, l'air s'élève, c'est l'ascendance, et côté tropique, vous voyez, si ici on est à l'équateur et ici au niveau des tropiques, il va s'affaisser, c'est la subsidence. Et dans les cellules intermédiaires, donc cellules de Ferrel, le sens du circuit est inverse. Et il s'inverse encore au niveau des cellules polaires. Ici, on a le pôle. Hop. Les cellules de Hadley, elles se forment du fait que l'équateur est chauffé plus fortement par le Soleil. Ici, on a un réchauffement plus important. À la convergence des cellules de Hadley, l'air est ascendant et cette zone, elle est appelée équateur météorologique. Vous voyez, puisque là j'ai l'autre cellule de l'hémisphère sud, de l'autre côté. Et à cet endroit-là, la pression est faible. Il y a un déficit au sol. Ce contact, il entraîne une ceinture dépressionnaire qui va être quasi continue autour du globe. Effet inverse, au contact des cellules de Hadley et de Ferrel, donc ici c'est bien les Hadley, et ici on va voir les Ferrel, l'air va s'accumuler vers le sol. La pression est forte, on appelle ça la surpression. Donc ici, hop, vous voyez, le mouvement fait que l'air s'accumule vers le sol. Ce contact, il entraîne quant à lui des anticyclones. Et ils sont surtout en général centrés sur les tropiques. Ici. On appelle cela les anticyclones subtropicaux. Ensuite, au contact des cellules de Ferrel et les cellules polaires, il y a une alternance des deux phénomènes. Soit il y a convergence entre les couches d'air les plus basses, et donc il y a ascendance, dépression ou cyclone. Soit l'air froid du pôle descend en latitude et se tasse vers le sol, comme on peut avoir ici, ce qui va donner des hautes pressions et des anticyclones. Au niveau des pôles, les pressions sont très majoritairement hautes.
Il y a donc les déplacements horizontaux, comme on a pu le voir avec la force de Coriolis, et verticaux avec le système des pressions. À l'équateur, la juxtaposition de haute et basse pression donne lieu à un écoulement des hautes pressions vers les basses. Partout ailleurs, cette juxtaposition va faire tourner l'air autour des anticyclones. Et ceci donc dans le sens horaire. Alors dans le sens horaire, voilà, pour l'hémisphère nord et dans le sens inverse pour l'hémisphère sud. Ceci fait tourner les airs autour des cyclones dans le sens anti-horaire dans l'hémisphère nord et horaire au sud. Donc, concernant les déplacements verticaux, il existe un lien entre convergence et ascendance au niveau de l'équateur et une liaison similaire entre divergence et subsidence. La troposphère, elle est remplie de boucles liant ces deux plans. La dynamique n'en est pas la seule origine. Il y a également, donc il n'y a pas seulement la dynamique, il y a également un effet thermique avec la température. Il y a ce qu'on appelle la convection. On a le contraste entre l'albédo et la température des substrats. Donc, quand un secteur chauffé va communiquer sa chaleur à l'air, on va alors observer une colonne ascendante. Pourquoi? Puisque l'air chaud, donc on imagine que j'ai un substrat, donc le sol, qui est chaud, et comme l'air chaud, voilà, donc mon substrat va réchauffer mon air, et l'air chaud est moins dense, et donc il monte. Et pour compenser ces colonnes de subsidence, pour compenser ces colonnes, on va avoir d'autres colonnes de subsidence plus loin, une ou plusieurs autres. Maintenant, on va faire le bilan par latitude. Donc, on appelle descente ou coulée polaire l'expansion de l'air froid aux latitudes les plus basses. Et ce sont les transferts méridiens les plus simples, même si l'air chaud, lui, va avoir plus de difficultés à parvenir jusqu'au pôle. Il est moins dense et il va du coup plus passer en altitude, l'air chaud, pour ces transferts. Au niveau des latitudes moyennes, on observe un déplacement global des masses d'air vers l'est. C'est ce qu'on appelle les vents d'ouest. Vous voyez, si les vents se déplacent vers l'est, ce sont des vents qui viennent de l'ouest. Mais les changements de direction, ils sont plutôt permanents. Et il va y avoir un jeu entre les descentes polaires, les montées tropicales et tout le système des vents qui va être générateur de précipitations. Et ensuite, aux latitudes tropico-équatoriales, c'est l'alizé qui souffle. C'est un vent d'est-nord-est. Donc, si je vous montre avec un... Hop, ça va être un vent d'est-nord-est pour l'hémisphère nord et est-sud-est dans l'hémisphère sud.
puisque la Terre, elle tourne toujours dans le même sens. Cette zone, elle se caractérise par une alternance saisonnière de moussons. Je m'explique. En hiver, la production de froid, elle est intensifiée par la courte durée du jour. Vous voyez, quand le jour est plus court, il y a moins d'insolation et donc moins de chaleur. Et les cellules polaires, elles sont agrandies. Elles vont venir prendre plus de place. Et ça va également décaler les suivantes. Hop. Hop. Et tout au long de l'année, on va avoir un balancement méridional des cellules. Vous voyez, mes différentes cellules, ma cellule polaire, de Ferrel et de Hadley, vont se décaler. Et de cette manière, une même latitude, elle pourra être marquée par deux cellules avec des fonctionnements différents. Je peux me retrouver avec une zone qui va parfois être atteinte par la cellule polaire et parfois par la cellule de Ferrel. Les saisons, elles ne sont donc pas seulement thermiques. On va maintenant parler des précipitations. Donc la structure aérologique de l'atmosphère, de toute l'atmosphère, elle va conditionner la nature des masses d'air. Avec cette dynamique verticale, elles peuvent provoquer ou empêcher la pluie. On va distinguer les centres d'action, que sont les anticyclones, les cyclones, etc., qui vont, eux, être caractérisés par la pression, et les masses d'air qui, elles, vont être caractérisées par la température, on a vu tout à l'heure, et puis l'humidité. Il y a deux critères qui sont utilisés pour les répertorier. Donc, la latitude où se situe la masse d'air et également le substrat au-dessus duquel elle se trouve. Soit on aura une masse au-dessus du pôle, au-dessus des tropiques ou au-dessus de l'équateur, ou alors ça peut également être une masse au-dessus de la Terre, hop, si je vous mets au-dessus de la Terre, ou au-dessus des océans. Les océans, eux, ils vont retenir longtemps l'énergie radiative. Donc l'énergie solaire, ils vont la retenir assez longtemps. Et au-dessus de ces océans, les écarts thermiques vont, de ce fait, être peu marqués. De cette manière, les masses au-dessus des océans, elles vont être adoucies. On les dit maritimes. Les masses continentales, quant à elles, elles ont des écarts thermiques très contrastés. Soit ça peut être très froid et ça peut également être très chaud, selon la latitude où l'on se trouve, mais également selon la saison. La troposphère, donc ma couche de troposphère, qui est bien plus grande que ça puisqu'elle comprend les cellules, elle reçoit la majeure partie de son énergie directement du substrat de la Terre. Comme la densité de l'air décroît avec l'altitude, la température va elle aussi décroître de environ 0,5 degrés tous les 100 mètres. Et ceci si elle est saturée en eau. Elle va diminuer de 1 degré tous les 100 mètres si elle n'est pas saturée. Et cette stratification thermique, elle va contrôler les mouvements verticaux. L'air chaud est moins dense, il s'élève. Et quand cet air chaud atteint un air qui est plus chaud, il va s'arrêter. Et la tropopause, c'est une couche qui va être une sorte de barrage où l'on observe une inversion.
l'air au-dessus de cette couche est plus chaud et il va donc stopper l'ascendance. Donc aucun nuage ne franchira cette limite. Les masses d'air, elles vont s'arrêter ici, quand elles sont chargées en eau. Il y a deux mécanismes qui vont déclencher cette ascendance, cette montée. Alors, je vais peut-être effacer parce que ça commence à faire beaucoup. Hop. Donc on a la convergence qui va avoir pour facteur tous les éléments qui vont être dits bousculants, qui vont bousculer l'air. Ça peut être une augmentation de la rugosité de surface, donc par exemple si on était dans une plaine et que l'on passe dans une forêt, et ça va freiner l'air. Un autre exemple, ça peut être quand je suis au-dessus de l'eau et que l'air atterrit sur le littoral, il va être freiné. Et c'est pareil quand il rencontre un relief. On a ensuite la convection. Elle a pour facteur tout déséquilibre dans la stratification thermique. La masse d'air, elle va être instable et les échanges verticaux vont être plus violents. Et de cette manière, on va pouvoir avoir des manifestations électriques et orageuses. Ça ne se passe pas très bien, c'est pas très grave. Hop. Alors, un anticyclone, lui, il empêche les précipitations. Par exemple, si j'ai un substrat, donc un sol qui est très froid, il refroidit la masse d'air. Et cette masse d'air, elle sera alors plus dense et elle sera plus stable. Elle va être stable. Et on va par contre, la nuit, observer une inversion thermique, puisque le substrat a un déficit d'énergie. L'air se refroidit et il va se retrouver bloqué. Donc, concernant les précipitations, comment elles vont se former? En fait, la précipitation, elle commence par une ascendance de l'air qui, comme on l'a dit tout à l'heure, se refroidit donc de 1 degré tous les 100 mètres si elle est chargée en eau. Et cette vapeur d'eau, elle va se transformer au fur et à mesure de sa montée en gouttelettes. C'est ce qu'on appelle la condensation. Et le nuage va ainsi pouvoir cumulifier. L'eau, elle finira par tomber quand les gouttelettes de vapeur d'eau seront devenus des éléments assez gros. Donc, quand ça monte, ça refroidit et ça se transforme en gouttelettes d'eau. Le système des précipitations, il joue un double rôle de distribution de la chaleur et de l'eau. Aux latitudes supérieures, on observe on observe une interpénétration de masse d'air de différentes températures qui vont entrer en conflit le long de fronts. La dynamique, elle est convergente. On va avoir la présence de cyclones, de dépressions. Et ceci va entraîner un mouvement tourbillonnaire. Ma zone d'air chaud. Ici, j'ai ma zone d'air chaud. Et ici, ma zone d'air très froid, par exemple. Elle s'enfonce. Vous voyez, c'est comme si elle s'enfonçait dans les masses d'air froides. Et elle s'enroule autour. Mais en altitude, l'air chaud, qui est moins dense, il va s'étaler. Et les fronts forment ainsi des plans inclinés. Puisque comme mon air chaud monte, il se dilate et s'étend.
Et c'est sur ces fronts que la condensation va s'opérer. Aux latitudes inférieures, les alizés, qui sont les vents dont on a parlé tout à l'heure, ils ne produisent pas de pluie. Si ils ne sont pas alimentés en vapeur, par exemple sur les continents. Ils n'ont pas de source d'eau pour s'approvisionner. Mais en revanche, sur les océans, les volumes sont énormes et l'instabilité, elle, va être très forte. Les pluies vont donc naître de la convergence, mais également de la convection. Lorsque la rencontre de la masse d'air avec le littoral ou un relief, la confluence des alizés de deux hémisphères, donc proches de l'équateur géographique, va créer de grands amas nuageux en colonne ascendante. J'ai plus de place. Hop. On va effacer ça. Hop. Et les pluies vont être abondantes et relativement discontinues. Voilà, là ça monte et mon nuage hop, va se déplacer et là on va faire de grandes pluies. Cette mousson, elle va dépendre du décalage de l'équateur météorologique, comme on a pu le voir tout à l'heure. L'équateur météorologique se déplace. Et les cyclones tropicaux sont les plus impressionnants. Ils se développent sur des eaux de plus de 26 degrés, mais ils vont être inexistants entre les latitudes de 5 degrés. Donc de 5 degrés au-dessus de l'équateur et donc moins 5 degrés en dessous. Puisque, rappelez-vous, la déviation de Coriolis, elle y est nulle. Il n'y a pas de déviation ici. Ces cyclones sont caractérisés par des vents très violents, des pluies records, et leur trajectoire elle est relativement difficile à prévoir. Et lorsqu'ils entrent en contact avec un continent, ils vont décroître à cause de la rugosité de surface, mais également à cause de l'arrêt de l'approvisionnement en vapeur d'eau. Et on va s'arrêter là pour ce chapitre sur l'atmosphère.